Pourquoi sommes-nous sur Terre? D'où venons-nous? Depuis toujours, l'homme cherche des réponses à ces questions. Nous avons reconstitué notre arbre généalogique jusqu'à l'aube de l'humanité. Mais notre histoire est bien plus ancienne. Elle remonte au début de l'univers il y a 13 milliards 700 millions d'années. Le cosmos compte une infinité d'étoiles et de galaxies. Il renferme d'innombrables merveilles. Nous faisons partie de cet univers. Son histoire est donc aussi la nôtre. Elle serait impossible à raconter sans une de ses composantes fondamentales, le temps. Rien n'est plus important que le temps pour comprendre ce qui nous entoure. Sur Terre, ses effets sont visibles partout. Il entraînera un jour la disparition de notre planète. Mais sans lui, notre univers n'existerait pas. Si on vivait dans un monde statique, on ne pourrait pas faire la différence entre hier et aujourd'hui. Nous voyons le temps qui passe, mais nous nous interrogeons rarement sur son écoulement. Il est pourtant au cœur d'une des plus importantes questions. Pourquoi avançons-nous toujours du passé vers l'avenir ? Voici Chonquillo, sur la côte nord-ouest du Pérou. Un site archéologique peu connu d'Amérique du Sud. Il y a près de 2500 ans, une civilisation dont nous ne savons presque rien a construit ce temple fortifié dans le désert. Ses murs étaient autrefois blancs et couverts de dessins. La culture de ce peuple est probablement perdue pour toujours. Mais l'archéologue Ivan Ghezzi a découvert dans ces ruines les origines de notre compréhension du temps. J'étais surtout venu à Chonquillo pour étudier le fort, comme mes prédécesseurs. Mais on y trouve aussi un alignement de 13 tours dont la fonction est longtemps restée mystérieuse. Alors qu'Ivan et son équipe font des relevés sur les tours au lever du soleil, ils découvrent leur fonction. Ça a été une révélation. On n'en croyait pas nos yeux. On a compris que les tours étaient des repères sur l'horizon permettant de suivre le mouvement du Soleil. Comme l'axe de rotation de la Terre est incliné, le Soleil se lève en différents points de l'horizon selon la période de l'année. Et les tours de Chonquillo sont alignées de manière à observer cette évolution.
On peut ainsi déterminer la date précise en regardant la position du Soleil par rapport au tour. Chunkiyo est un ancêtre du calendrier. Avec des outils rudimentaires, de la boue et de l'eau, ils ont réussi à bâtir ces monuments en suivant le parcours du Soleil tout au long de l'année. C'est une véritable prouesse. Et ce système est aussi efficace aujourd'hui qu'à l'époque. Le Soleil se trouve entre la 5e et la 6e tour parce que nous sommes le 14 septembre. 2500 ans après sa construction, Chunkiyo permet encore d'estimer la date à 1 ou 2 jours près. C'est magique de pouvoir observer ça au même endroit que ceux qui l'ont construit. Nous ne sommes pas dans un musée. On peut regarder et ressentir les mêmes choses que les gens de l'époque. Chunkiyo fonctionne encore car le Soleil suit le même parcours qu'au moment où ces pierres ont été posées. Ces 13 tours témoignent de notre fascination de toujours pour la mécanique du ciel. Même pour des sociétés rudimentaires, la notion de temps est indispensable à la survie. La chasse, l'agriculture ou la navigation ne sont possibles que si on mesure le temps en observant la position des étoiles, du Soleil et de la Lune. Le lever et le coucher du Soleil marquent le rythme le plus évident de notre planète. C'est le tic-tac de l'horloge terrestre. Une journée correspond aux 24 heures nécessaires à la Terre pour faire un tour sur elle-même. Et une année aux 365 jours un quart que dure sa révolution autour du Soleil. Plus on s'éloigne dans l'espace, et plus les cycles s'allongent. Sur Neptune, aux confins du système solaire, une année dure plus de 60 000 jours terrestres, l'équivalent de 165 ans. Le Soleil, lui, orbite autour du centre de la Voie lactée. Cette orbite, appelée année galactique, dure environ 225 millions d'années terrestres. Un court instant à l'échelle de l'univers. Son histoire débute il y a plus de 13 milliards d'années, à une époque où il n'y avait ni étoiles ni planètes. Et elle continuera encore des centaines de milliards d'années. Le temps nous révélera des merveilles qui dépassent notre imagination. Il transformera tout ce que nous connaissons. Cette capacité d'altération est la principale propriété du temps. Et elle s'applique aussi bien sur Terre que dans les profondeurs de l'espace. Le glacier Perito Moreno, en Patagonie. Il est vieux de 10 000 ans
et son front mesure 5 km de large et 60 mètres de haut. Ce géant de glace paraît solide et immobile, mais il est en perpétuelle évolution. Il glisse petit à petit en aval. Je me tiens actuellement sur le glacier. C'est une rivière de glace de 70 mètres d'épaisseur, couvrant plusieurs centaines de kilomètres carrés et qui descend inexorablement la montagne. Nous considérons comme acquis le fait que les choses changent. Il s'agit pourtant d'un des plus grands mystères de la science. Le philosophe David Albert s'interroge sur ce phénomène depuis des décennies. Sans le temps, l'univers serait totalement différent. Rien ne ressemblerait à ce qu'on connaît. Notre rapport au monde est déterminé en grande partie par la distinction entre passé, présent et avenir. Au commencement, cette glace était de la neige. Ici, d'énormes blocs se détachent de la paroi et tombent dans le lac Argentino. Ils fondront progressivement et finiront par disparaître. Whoa, yes, yes, unbelievable. Incroyable. Regardez et écoutez ça. C'est magnifique. Un énorme morceau est tombé du glacier. C'est vraiment impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Ces événements se déroulent toujours dans le même ordre. Des phénomènes comme l'effondrement d'un glacier suivent toujours la même chronologie. On n'a jamais vu la glace jaillir de l'eau et venir se recoller au glacier. Ça n'arrive pas. À notre échelle, le cours des choses est toujours le même. Mais l'étude des atomes et des molécules nous indique qu'il peut en être autrement. Quand on observe l'infiniment petit et qu'on analyse en détail le fonctionnement des briques de base de la nature, on s'aperçoit que si une réaction est possible dans un sens, la réaction inverse peut tout aussi bien avoir lieu. Tout comme un bateau peut faire machine arrière, le glacier et le reste de l'univers pourraient parfaitement fonctionner à l'envers. C'est une idée séduisante pour les physiciens et les philosophes.
Rien n'est plus élémentaire que le temps pour comprendre le monde. Et rien n'est plus mystérieux. Quelque chose force le temps à avancer dans un seul sens. Les scientifiques appellent ce phénomène la flèche du temps. Elle pointe toujours dans la même direction. C'est ce qui permet au monde de ne pas être immobile. Grâce à la flèche du temps, demain succède à aujourd'hui et rien n'est jamais figé. Les cycles du cosmos semblent si réguliers qu'ils servent de base à nos calendriers. Leurs rythmes nous apparaissent immuables, mais ce n'est qu'une illusion. La flèche du temps les modifie également. Et l'astronome Paul Roche sait qu'il n'est pas nécessaire de regarder au tréfonds de l'espace pour le constater. Nous nous trouvons sur la plage de Southern, en Galles du Sud. Ici, l'amplitude de la marée est exceptionnelle. La vitesse de l'eau remontant sur la plage nous montre l'effet spectaculaire des marées sur les océans. Jour après jour, les océans vont et viennent sur les côtes. Le frottement constant de l'eau sur le fond de la mer n'est pas sans conséquence. Il ralentit la rotation de la Terre, ce qui signifie que les jours s'allongent avec le temps. Chaque année, les jours durent 7 microsecondes de plus. Ça ne paraît pas grand-chose, mais au bout d'1 million d'années, la différence est significative. À l'époque des dinosaures, les journées étaient plus courtes d'environ 15 ou 16 minutes. Et le phénomène ne fait que s'accentuer. À mesure que le temps passe, la Terre va continuer à ralentir. Et à terme, les journées seront bien plus longues qu'aujourd'hui. Nous sommes habitués à des jours de 24 heures. Mais ils étaient plus courts par le passé et seront plus longs à l'avenir. Les marées ne modifient pas uniquement la vitesse de rotation de la Terre. Elles affectent aussi la Lune. Si la Lune attire les océans à elle, l'inverse est également vrai. Les marées créent des masses d'eau qui modifient la force d'attraction de la Terre et par conséquent l'orbite de la Lune. La Terre fait accélérer la Lune sur son orbite, qui s'élargit. La Lune s'éloigne de la Terre à raison de 4 cm par an. À l'époque des dinosaures, il y a plus de 100 millions d'années, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Elle apparaissait plus grosse dans le ciel et les nuits de pleine lune étaient plus claires. L'état actuel des choses n'implique pas qu'elles sont immuables. Tout ce qui nous est familier change, même la taille de la Lune dans le ciel. La flèche du temps entraîne la marche du cosmos, non pas en un cycle se répétant à l'infini,
mais dans une seule direction. Au cours de son évolution, l'univers a traversé différentes époques jalonnées d'événements marquants. Il y a 3 millions d'années, l'homme n'était pas encore apparu sur la planète. Et il y a 5 milliards d'années, la Terre n'existait même pas. Mais l'histoire de l'univers est bien plus ancienne. Au commencement, il y a près de 14 milliards d'années, l'univers primitif était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Cette époque lointaine est la spécialité de l'astronome Nihal Tanvir. Plus il regarde loin dans l'espace, et plus il remonte le temps. La lumière qui provient du fond de l'espace met du temps à arriver jusqu'à nous. Elle se déplace vite, mais les distances entre les galaxies sont si grandes qu'il lui faut des millions, voire des milliards d'années pour nous atteindre. Donc, quand on observe des objets éloignés, on peut aussi voir le passé. « 600 km au-dessus de son bureau, le télescope spatial Swift scrute l'infini. Nihal Tanvir cherche les plus anciens objets de l'univers. Pendant 4 ans, il reçoit une multitude d'images sur son ordinateur, mais aucune ne correspond à ce qu'il attend. Jusqu'à ce qu'un jour, le télescope photographie une petite partie de la constellation du Lion. Voici ce que nous montraient les premières images. Nous avons analysé les données et remarqué qu'une source lumineuse se détachait des autres. Cet objet rouge au milieu. Ce point rouge semble insignifiant, mais il s'agit des dernières lueurs d'une gigantesque explosion causée par la mort d'une étoile. Cette étoile était immense et 10 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais elle s'est consumée rapidement. Et son explosion a produit en un instant la lumière équivalente à 10 millions de milliards de soleils. Au moment de sa mort, elle a également relâché une grande quantité d'énergie sous forme de rayons gamma. Le point rouge visible depuis notre planète est composé de ces rayons. Ces étoiles sont si éloignées qu'aucune technologie ne permet de les observer directement. Mais lorsqu'elles explosent et émettent tous ces rayons gamma, elles sont visibles un court instant d'un bout à l'autre de l'univers. La lumière provenant de ce point rouge voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Nihal Tanvir a découvert le plus vieil objet jamais vu dans l'univers. C'est l'une des toutes premières étoiles. C'est très excitant d'être présent au moment de la découverte. Nous sommes remontés au début de l'ère qui nous intéresse le plus, celle de la formation des étoiles.
La naissance des premières étoiles est l'un des changements les plus importants dans l'évolution du cosmos. Aujourd'hui, notre univers compte des milliards d'étoiles. Elles illuminent nos jours et éclairent nos nuits. Mais tout comme elle les a fait naître, la flèche du temps commande qu'elles disparaissent un jour. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi y a-t-il une flèche du temps? Ce n'est pas dans le ciel, mais sur Terre que l'astrophysicien Bruce Bassett cherche des réponses à ces questions. Dans une région où les effets du temps sont bien visibles. Ça peut paraître difficile à croire, mais ce désert était autrefois peuplé de millionnaires. Des fortunes se sont bâties ici grâce aux diamants. Voici Coleman's Cove. Cette ville a été prospère jusqu'en 1954. Puis les diamants se sont raréfiés, les gens sont partis et la nature a repris ses droits. Il s'est passé exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Les toits se sont écroulés, la peinture a disparu et le sable a envahi les maisons. C'est le chaos généralisé. Sans entretien, les bâtiments tombent en ruine et sont avalés par le sable. Ce délabrement n'est pas spécifique à Coleman's Cove. Ça arrive même partout dans l'univers. Le désordre augmente avec le temps. La nature fonctionne ainsi. Mais pourquoi ? La flèche du temps dicte l'évolution des choses. Et elles vieillissent. La raison en est si simple qu'on peut l'expliquer avec un seau de sable. Pourquoi le monde avance-t-il toujours vers plus de désordre? Pourquoi la flèche du temps pointe-t-elle toujours dans cette direction? Pour répondre à ces questions, je vais faire un château de sable. Si je veux construire une structure ordonnée comme celle-ci, je dois bien tasser le sable. Voyons ce que ça donne. Pour que ces grains de sable ressemblent à un château, ils doivent être organisés d'une manière spécifique. Si nous laissons notre château ici un certain temps, les grains de sable vont être emportés par le vent. Il existe une toute petite chance que d'autres grains viennent se déposer en lieu et place de ceux qui ont été soufflés. Mais c'est hautement improbable. Pour que ça arrive, il faudrait que chaque grain suive une trajectoire spécifique. Il est plus vraisemblable que le vent éparpille le sable de façon désordonnée et forme une dune. Si je veux faire une petite dune, je peux jeter du sable à peu près n'importe où et je finirai par obtenir quelque chose qui y ressemble.
Les chances de voir des structures ordonnées comme des châteaux de sable sont donc infimes. La faiblesse des probabilités explique qu'on ne voit pas ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Et ceci ne s'applique pas qu'au château de sable. Ça concerne tout l'univers. Le désordre augmente avec le temps. C'est une loi fondamentale de la nature que les physiciens appellent entropie. Le fait que tout devienne plus désordonné avec le temps donne une direction au temps et différencie concrètement le passé de l'avenir. Le passé était plus ordonné et l'avenir le sera moins. L'entropie oriente donc la flèche du temps. Le déclin est l'inévitable conséquence de l'accroissement du désordre. Jour après jour, tout change, se dégrade et finira par disparaître. Rien n'échappera à la marche du temps. Pas même les étoiles. À commencer par la plus proche de notre planète. Pour l'homme, les répercussions seront catastrophiques. Le Soleil et les planètes existent depuis 4,6 milliards d'années, ce qui, à notre échelle, est une éternité. Mais le Soleil va mourir. Il se consume progressivement. Il transforme son hydrogène en hélium et, ce faisant, perd 4,5 milliards de tonnes de sa masse à chaque seconde. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil n'aura plus de carburant. Son noyau s'effondrera sur lui-même, ce qui engendrera une augmentation de température et entraînera une dilatation des couches extérieures. Le Soleil deviendra alors une géante rouge. Sur Terre, le ciel finira par ressembler à un immense brasier. Toute forme de vie aura disparu, et il ne restera qu'une planète desséchée pour assister à l'agonie de notre étoile. Après quelques centaines de milliers d'années sous la forme d'une géante rouge, le Soleil commencera à palpiter. L'intérieur de l'étoile se contractera et se dilatera alternativement. Les couches extérieures seront alors repoussées plus loin dans le système solaire. Le Soleil finira par perdre contact avec son atmosphère, qui deviendra une nébuleuse planétaire. Et au centre, il ne restera qu'un objet de la taille de la Terre, mais extrêmement dense, qu'on appelle naine blanche. Cette naine blanche sera le dernier vestige de notre astre. Elle refroidira progressivement dans l'espace jusqu'à son extinction. Vue de la Terre, elle ne sera pas plus brillante que la pleine lune. Toutes les étoiles connaîtront un jour le même sort.
Elles mourront et le cosmos sera plongé dans une nuit éternelle. Les merveilles de notre univers ne peuvent durer pour toujours. C'est la conséquence essentielle de la flèche du temps. Nous savons comment l'ère des étoiles a commencé et nous pouvons imaginer sa fin. Voici Proxima du Centaure. Après le Soleil, c'est l'étoile la plus proche de notre planète. Mais même par une nuit claire, il est impossible de la voir à l'œil nu. La masse de Proxima du Centaure ne représente qu'un dixième de celle du Soleil, et sa luminosité est 18 000 fois moindre. Elle fait partie des naines rouges, les plus petites étoiles du cosmos. Leur faible gravité les soumet à une moins forte pression que les plus gros astres. Elles brûlent donc moins vite. La durée de vie des naines rouges s'étend sur des centaines de milliards d'années. Elles survivront bien après la mort du Soleil et seront certainement les dernières étoiles de l'univers. Mais elles finiront également par manquer de combustible et se transformeront à leur tour en naines blanches. Dans un avenir lointain, il est probable que l'espace ne comporte plus que des naines blanches. L'ère des étoiles touchera alors à sa fin. Le cosmos sera sombre, glacial et désolé. Mais l'existence de l'univers tel qu'on le connaît est encore longue. Si longue qu'il est difficile d'en prendre la mesure. Pourtant, certains endroits sur Terre peuvent nous y aider. Dans une des régions les plus hostiles de la planète, le physicien Brian Cox est venu constater les effets de la flèche du temps. Voici la côte des squelettes, où les eaux froides de l'Atlantique Sud rencontrent le désert namibien. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde. Au XVIIe siècle, les marins portugais surnommaient cette côte les portes de l'enfer. L'épais brouillard qui y règne et les bancs de sable fluctuants ont entraîné le naufrage de centaines de navires. Même si vous arriviez à descendre du bateau, ce n'était que le début des problèmes. Le courant est si puissant qu'il est impossible de ramer vers le large. Et de l'autre côté, le désert s'étend sur des centaines de kilomètres. Donc si vous échouiez ici, c'était la fin de votre univers. Sur ce vaste littoral, même de puissants paquebots peuvent être réduits à néant. Le délabrement de ce navire durera bien plus longtemps que sa période d'activité. Et il en va de même pour les étoiles. On imagine que dans quelques milliards d'années, les dernières naines blanches s'éteindront, ne laissant derrière elles que des naines noires.
Les naines noires sont la dernière étape du destin des étoiles. Ce sont des naines blanches si froides qu'elles n'émettent presque plus de lumière ni de chaleur. Elles ne sont plus qu'un amas sombre de matière, les cendres d'anciennes étoiles. Le temps nécessaire à leur formation est si long qu'on pense qu'aucune étoile n'a encore atteint ce stade. Tout comme ce navire de métal sera un jour entièrement rongé par la rouille et emporté dans le désert par le vent, nous pensons que la matière composant les naines noires, la dernière matière de l'univers, finira par se désagréger. Elle se transformera en radiation et se dispersera dans le cosmos en ne laissant aucune trace. Les derniers atomes de matière disparaîtront en même temps que les naines noires. Il ne restera alors que des particules de lumière traversant le vide et des trous noirs. Dans un futur très lointain, même les trous noirs s'évaporeront. Et quand je dis très lointain, je n'exagère pas. Je parle de 10 000 trillions de 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 trillions d'années. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si je prenais un atome pour compter chaque année, il n'y aurait pas suffisamment d'atomes dans l'univers pour me rapprocher d'un tel nombre. Une fois que les derniers vestiges des dernières étoiles se seront évanouis dans l'espace, l'histoire de l'univers arrivera à sa fin. Pour la première fois depuis sa naissance, il sera dans un état constant. Le désordre n'augmentera plus, puisque plus rien ne pourra se décomposer. Le passé, le présent et l'avenir ne feront plus qu'un, et la flèche du temps cessera d'exister. Rien ne se passera plus jamais. Cet avenir est bien sombre, mais s'il était possible d'empêcher l'univers de mourir, une seule chose manquerait dans le cosmos: la vie. Dans sa course effrénée vers le désordre et la destruction, le temps a créé ce qui rend cet univers si merveilleux. Et il nous a placés sur Terre. Le soleil qui se lève et se couche chaque jour et qui nous semble éternel se consume irrémédiablement. Mais ce faisant, il nous donne de la chaleur et de la lumière et permet à la vie de prospérer sur Terre. Si le soleil n'était pas en train de mourir, la Terre ne serait pas ce qu'elle est et la vie n'existerait pas. La flèche du temps a donc permis de rassembler les conditions nécessaires à la vie. Sans le temps, les étoiles et les planètes n'auraient pas pu se former, et des particules de matière ne se seraient pas rassemblées pour créer la vie. Dans le désordre grandissant de l'univers, une fenêtre s'est ouverte pour que la vie se développe. Mais elle se refermera un jour.
Si on prend la période entre la naissance de l'univers et l'évaporation du dernier trou noir, la fraction au cours de laquelle la vie telle qu'on la connaît est possible représente un pourcentage avec 84 zéros après la virgule. C'est assez troublant de s'apercevoir que les formes de vie basées sur le carbone, dont nous faisons partie, n'ont qu'une si petite fenêtre pour se développer au cours d'une aussi longue histoire. Aussi court soit-il, cet intermède est loin d'être insignifiant. Partant d'un organisme monocellulaire, la vie a évolué jusqu'à une espèce si complexe qu'elle est à même de comprendre la notion de temps. Il y a 2500 ans, des hommes mesuraient le temps grâce à des tours construites au sommet d'une colline. Depuis, nous avons inventé des machines pour explorer le passé, jusqu'aux prémices de l'univers. Nous avons observé l'univers depuis notre petite planète. Et en quelques décennies, nous sommes parvenus à cartographier de larges portions du cosmos et à comprendre l'évolution des étoiles et des galaxies depuis les premiers instants. C'est vraiment stupéfiant. Nous faisons autant partie de l'univers que les planètes ou les étoiles. Mais nous sommes capables de voir au-delà de notre horizon et de nous interroger sur notre place dans le cosmos. Nous sommes un éclair d'intelligence dans la longue vie de l'univers. Le temps qui nous est offert en ce monde est court, mais il est notre bien le plus précieux.